Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Êtes-vous satisfait concernant la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Sahara et surtout après le retrait du Polisario de Guerguerat situé dans la zone tampon? Oui, c'est une résolution qui conserve les paramètres de la recherche de la solution à ce différend régional tels qu'ils ont été définis depuis 2007. C'est une résolution qui converge sur beaucoup de points avec le rapport du secrétaire général, que ce soit par rapport à la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, ou par rapport à la dimension régionale et du rôle des pays voisins dans la résolution de ce différend, que ce soit par rapport à la situation dans les camps et à l'impératif de recenser et d'identifier ces populations vivant dans ces camps comme un préalable humanitaire imposé par le droit international humanitaire. Sur tous ces points, la résolution a réitéré des éléments qui se recoupent avec la position du Maroc. Sur Guerguerat en particulier, le Maroc a noté que le Conseil de sécurité, la communauté internationale a été ferme pour que les éléments militaires du Polisario quittent sans condition, de manière complète et permanente cette zone, précisant par la même occasion que cette présence est une présence illégale, illégitime et en violation des accords de cessez-le-feu. Le Polisario a tergiversé, a manœuvré, a manipulé, a provoqué pendant un certain temps. Mais je pense que la fermeté de la communauté internationale est venue à bout de toutes ces manœuvres et le Polisario n'avait d'autre choix que de quitter cette zone. Et comment le Maroc va faire donc pour cohabiter avec le RASD au sein de l'Union africaine? La position du Maroc sur cette question est claire. Le problème de ce que vous appelez cette entité, la RASD, n'est pas avec le Maroc seulement. Il est avec les 2/3 des pays africains qui ne reconnaissent pas cette entité. Cette entité n'est pas reconnue par l'ONU. Cette entité n'est pas reconnue, comme je l'ai dit, par 35 pays africains. Et donc la question se pose à toute l'organisation. Comment faire avec cette situation anormale où il y a un membre de l'organisation que les 2/3 des autres membres ne reconnaissent pas, qui n'est pas reconnu par aucun pays européen, qui n'est pas reconnu par aucun pays arabe, qui n'est reconnu que par le régime de la Corée du Nord en Asie. C'est un problème de l'égalité internationale et de savoir est-ce que cette entité représente les attributs d'un État. Lorsqu'il y aura la réunion des ministres des Finances africains, est-ce que cette entité a une monnaie? Lorsqu'il y aura la réunion des autres ministres sectoriels, qu'est-ce que cette entité peut présenter? Donc ce n'est pas un problème juste par rapport au Maroc, c'est un problème qui se pose à l'ensemble de l'organisation pour qu'enfin l'anomalie soit corrigée. Le Maroc a demandé d'intégrer le CEDEAO. Il y a, on le sait, quelques pays qui sont réticents par rapport à cette demande. Comment ça a évolué pour vous ce dossier? On n'a pas vu de pays réticents, au contraire. Beaucoup de pays se sont exprimés soit oralement, soit par écrit. On soutient cette candidature, qui est une candidature naturelle. Le Maroc a toujours, et Sa Majesté le Roi a toujours placé l'Afrique de l'Ouest en priorité dans la politique africaine. Le Maroc est le premier investisseur dans cette région. Le Maroc a participé à beaucoup d'opérations de maintien de la paix ou de gestion de crise dans cette région. Les liens humains, religieux entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest sont très, très enracinés. La présence économique également du Maroc dans cette zone est très, très forte. Géographiquement, le Maroc est à l'ouest de l'Afrique. Donc tous les arguments, tous les éléments sont là pour conforter cette candidature et nous sommes très confiants par rapport à son aboutissement le mois prochain. Est-ce que le Maroc, qui a montré une dynamique très forte économiquement et diplomatiquement sur le continent africain, compte intégrer d'autres institutions, d'autres organisations africaines prochainement? Grâce à l'implication et à l'action de Sa Majesté le Roi depuis plusieurs années en Afrique, la politique africaine a franchi aujourd'hui un seuil nouveau. C'est une politique qui n'est plus unidimensionnelle, c'est une politique multidimensionnelle avec du religieux, du sécuritaire, de l'économique, de l'investissement, de l'humain, du culturel. Deuxièmement, ce n'est plus une relation concentrée sur une sous-région. C'est une politique qui est aujourd'hui couvre tout le continent, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique australe. Donc partout il y a cette présence. Et troisièmement, ce n'est plus une politique uniquement bilatérale, c'est une politique également qui passe par des organisations sous-régionales et continentales, d'où le retour à l'Union africaine, d'où la demande d'adhésion à la CEDEAO,
Et donc le Maroc est en train patiemment, avec également conviction, de construire cette politique africaine et de lui donner un contenu et un objectif. Et l'objectif, Sa Majesté le Roi l'a souligné à plusieurs reprises, c'est une véritable coopération sud-sud avec un contenu, avec une ambition pour que la coopération sud-sud ne soit pas juste un slogan, mais une réalité. Et des projets ambitieux comme ceux de la baie de Cocody en Côte d'Ivoire, le gazoduc à partir du Nigeria ou du canal à Madagascar, tout ça, ce sont des projets d'envergure qui contribuent certainement à l'évolution de l'ensemble du continent. Monsieur le ministre, merci.